Bienvenue à tous. Le 25 avril de chaque année, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de la lutte contre le paludisme avec pour thématique cette année, il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. Cette journée à l'occasion de rappeler la nécessité d'un engagement politique et scientifique durable en faveur de la prévention et de la lutte contre le paludisme. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hugues Isongangomo, ingénieur biomédical au Programme national de lutte contre le paludisme. Bienvenue, monsieur Isanga. Merci. Alors, pour commencer, peut-on revenir sur la définition même de la maladie, c'est quoi le paludisme et quelle en est la cause? Mais déjà, c'est un réel plaisir de me retrouver ici sur votre plateau, histoire de pouvoir informer aux populations sur la question de la lutte contre le paludisme. Le paludisme, effectivement, est une maladie parasitaire qui est causée par un moustique du genre Anophèle, la femelle. Elle transmet la maladie, les parasites à un individu sain qui va développer certains symptômes, notamment la fièvre, et derrière développer la maladie. Alors, le paludisme est une maladie qui est traitable. Normalement, lorsqu'on utilise des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, les ACT, qui sont les combinaisons recommandées au niveau national pour la prise en charge du paludisme, le traitement dure 3 jours et au bout de 3 jours, on retrouve la santé. Il faut également rappeler que cette maladie est évitable parce que si on applique les gestes adaptés, normalement, on va faire le paludisme. Quels sont ces gestes? C'est l'assainissement de l'environnement, parce que l'anophèle vit dans cet environnement-là. L'anophèle se reproduit dans des eaux souillantes, donc les eaux stagnantes. L'anophèle se nourrit des sucres des fleurs comme aliment naturel. Et donc, naturellement, si on a détruit les arbres autour de chez soi, si on a séché les eaux où elles viennent se reproduire, normalement, on a chassé le vecteur de chez soi. Il y a également l'utilisation d'un moustiquaire imprégné d'insecticides. Il a été démontré que l'anophèle transmet le paludisme essentiellement entre 18h et 6h du matin. Et une grande partie de cette période, on est censé être endormi, donc il va falloir utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour se faire protéger. À côté de cela, il y a le traitement préventif intermittent, qui est un traitement qui est octroyé gratuitement aux femmes enceintes à partir de la 16e semaine d'aménorrhée, qui correspond à peu près au 3e mois et demi, lorsque l'enfant commence à donner les signes de vie. Vous allez en consultation prénatale, la sage-femme ou le prestataire va vous prescrire ce médicament qui est gratuit avec la CNAMGES pour toutes les femmes sur le territoire national. Il y a également d'autres méthodes préventives telles que l'utilisation des spirales, l'utilisation des insecticides qui peuvent également permettre de lutter contre cette maladie. Vous l'avez dit, une maladie qui peut être évitable, mais pourtant qui sévit encore de nos jours. Déjà, l'Organisation mondiale de la santé estime à 247 millions le nombre de cas de paludisme en 2021 et 619 000 le nombre de décès imputables à cette maladie dans la même année. Déjà, qu'en est-il du Gabon ? Alors, c'est effectivement, les chiffres sont encore alarmants au niveau du continent et le Gabon ne fait pas exception. Il faut quand même dire qu'il y avait déjà des bons résultats qui apparaissaient malgré la difficulté de financement dans cette lutte-là. Mais la Covid n'est pas venue faciliter les choses et on sait que le système national de santé a pris un coup avec l'ampleur de la Covid sur les structures sanitaires et malheureusement, les chiffres sont encore alarmants. Dans notre pays, les données que vous donnez là, que vous venez d'émettre, sont des données qui sont issues du World Malaria Report, qui est le rapport mondial de l'OMS et qui est paru en 2022, qui donne les données de 2021. Et ce rapport, il est également rempli par le Gabon. Donc le Gabon, effectivement, on voit ces données qui font partie des données que vous avez citées. Et au Gabon, c'était à peu près 142 000 cas donc, sur 2021 et 244 décès. Alors, c'est vrai que dans le rapport, le World Malaria Report de l'année avant, donc celui de 2020, on était autour de 594 décès. Mais là également, il faut plutôt mettre cet acquis, cette avancée sur le fait qu'il y a eu, en termes de complétude des données sur le territoire national, il y a beaucoup plus de structures sanitaires qui ont renseigné. Donc, naturellement, en termes de mortalité, on a cette tendance à penser qu'il y a eu une amélioration. Et cette amélioration doit être normalement confirmée sur l'avenir. Il va falloir que les données, notamment de 2022, qui vont paraître en 2023, puissent effectivement montrer cette tendance-là. Sinon, malheureusement, le paludisme reste encore un problème majeur de
santé publique dans notre pays. C'est la première cause d'hospitalisation, autour de 22% des cas d'hospitalisation dans les structures sanitaires liés au paludisme. C'est également la première cause d'absentéisme, que ce soit en milieu professionnel que scolaire. C'est le premier poste de dépenses hospitalier. Donc le paludisme reste une question centrale. Il va falloir, et la tension qui fait même écho, c'est de l'OMS avec le thème évocateur que vous venez de prononcer tout à l'heure, c'est vraiment d'investir, d'innover pour pouvoir changer la courbure de cette tendance-là qui est encore assez forte, assez élevée, surtout que l'on sait que la stratégie technique mondiale, comme les objectifs de développement durable, veulent l'élimination du paludisme pour 2030. Alors, vous l'avez dit, c'est une maladie dont on peut guérir et vous avez évoqué, on entame les mots de prévention qui sont vulgarisés aujourd'hui. Mais pourquoi c'est toujours l'une des principales causes de mortalité dans notre pays? C'est parce que, vous voyez, la lutte contre le paludisme, peut-être le fait qu'elle soit ancienne, attire un peu de négligence. Alors, le paludisme, il est bien de souvent le répéter, c'est 2030 l'élimination, mais dans la stratégie technique mondiale, sur le même tableau où on demande la réduction de l'incidence de la mortalité de 90% par rapport en 2020, juste à côté, il y a le financement. Parce que cela nécessite qu'il faut un gros financement pour pouvoir mettre en place toutes ces stratégies qui sont développées dans le plan stratégique national. Il faut que les politiques, les communautés, mais chacun à son niveau, prennent également sa responsabilité. Parce que le paludisme est d'abord une maladie communautaire. Et on vient de le dire, nous avons accueilli avec satisfaction lorsque le chef de l'État a initié la journée citoyenne. Parce que pour nous, c'était déjà une aubaine pour permettre aux populations, au moins une fois par mois, d'assainir l'environnement qui est le leur. Parce que la NOFEL sort de cet environnement-là. Malheureusement, aujourd'hui, on remarque qu'il y a encore beaucoup d'obstacles. Cependant, il est quand même à signaler que l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides a pris de plus en plus prend de plus en plus une place importante. On voit comment les communautés se mobilisent pour pouvoir s'en octroyer. Donc, cela montre que le message qui est véhiculé au travers des médias, comme c'est le cas encore aujourd'hui, et grâce à vous, permet de toucher ces populations et la communauté de plus en plus comprend que ceux qui payent même le lourd tribut de cette maladie, ce sont ces enfants de moins de 5 ans et qui sont avec nous dans les communautés parce que là également, il est important de rappeler que les couches vulnérables pour cette maladie sont principalement les enfants de moins de 5 ans qui ont une immunité qui est en construction. Il y a les personnes du 3e âge qui également ont une immunité qui s'affaiblit, mais également les femmes enceintes qui partagent leur immunité avec l'enfant qu'elles portent. Donc, il est tout à fait important et indispensable que toute la communauté, que chacun prenne sa responsabilité. Mais cela implique également qu'au niveau également des autorités, il y a des choses à faire parce que, et c'est lors d'une sensibilisation qu'un compatriote me faisait savoir, mais oui, nous, on peut assainir auprès de chez nous les bassins versants. Donc, vous voyez que là, c'est un ensemble. C'est-à-dire que ça doit également aller au niveau des grands travaux parce que cet assainissement, parfois, il y a des endroits où les travaux ne peuvent pas être faits nécessairement par la communauté. Mais c'est de rappeler à la communauté que faites déjà autour de chez vous. Au moins repousser la NOFEL vers des bassins versants qui sont encore un peu plus éloignés de votre domicile. Alors, il s'agit donc d'actions communautaires pour y arriver. Quelles sont les avancées qui sont enregistrées au niveau du programme de lutte contre le paludisme? Donc, il faut dire que les avancées, vous pouviez mettre en œuvre les activités. Ce qui définit les avancées, ce sont les données épidémiologiques, parce que c'est à partir de là que l'on va voir où vous vous situez. La carte épidémiologique, selon la stratification du paludisme aujourd'hui au niveau national, est encore une carte, on va dire, constante. C'est-à-dire que le paludisme sévit avec à même acuité au niveau national. On n'a pas vraiment des zones qui montrent une avancée très significative. Alors, tout à l'heure, on parlait de la mortalité. On a vu qu'elle est passée à peu près de 500 et quelques à 244. Mais là encore, c'est certainement aussi dû au fait qu'on ait eu une complétude qui soit beaucoup meilleure. Cependant, beaucoup d'actions ont été mises en œuvre ces dernières années, notamment en termes d'utilisation de moustiquaires. Et aujourd'hui, le Gabon est en train de préparer une campagne de masse qui va considérablement réduire l'incidence de la maladie. En termes de diagnostic, parce que, et vous l'avez dit dans le thème de l'année, on parle d'innover. Aujourd'hui, l'analyse qui a été faite, c'est qu'on a à peu près 30% de la population, lorsqu'elles se sentent malades, elles vont directement dans une officine pharmaceutique. L'idée était de savoir comment est-ce que nous pouvons aller trouver ces personnes qui vont directement en pharmacie. Nous avons développé l'introduction des TDR dans les officines. Et aujourd'hui... Les TDR, c'est-à-dire? C'est des tests de diagnostic rapide qui servent à faire l'examen du paludisme
paludisme, qui est d'ailleurs même un examen communautaire. Il est conseillé d'ailleurs d'en avoir à la maison pour permettre de faire ce test, notamment lorsque un membre de la famille est fébrile. Est-ce qu'il est pour avoir des gratuit? résultats. Est-ce qu'il est gratuit, ce test? Malheureusement, non. Il a un coût. Vous avez une boîte de tests diagnostiques rapides de 25 tests à peu près à 16 000. C'est ce qui est coûteux pour le Gabonais lambda. Oui, je suis d'accord, mais pour le Gabonais lambda, il est aussi important de protéger sa santé parce que malheureusement, lorsqu'on va payer des médicaments dans une officine pharmaceutique pour payer, on ne traite pas nécessairement le mal parce que la maladie n'a pas été confirmée. Et si c'est le cas, c'est des financements qui sont orientés ailleurs et c'est la maladie qui continue à faire son chemin. Et je vous parle d'une boîte de 25 tests qui a une validité d'à peu près 2 à 3 ans, que vous pouvez garder dans votre maison et pouvoir vous assurer que la question du paludisme est confirmée ou pas depuis la maison. Donc, c'est des actions, je pense, qui sont, certes, 16 000, effectivement, c'est beaucoup, mais pour le résultat qui est attendu derrière, je pense qu'il est important pour les gens de s'octroyer ces tests diagnostiques. Je n'en disconviens pas, mais pour beaucoup de personnes, 1000 francs, c'est beaucoup. Il y a des personnes qui passent des journées sans manger. Donc, quelles sont les solutions pour ces personnes-là? Comment elles peuvent s'en procurer? Malheureusement, nous n'en produisons pas des tests diagnostiques rapides. Ces tests sont produits dans des grandes officines et sont vendus sur le territoire national. Il y a également une autre possibilité, c'est de se dire, lorsque vous êtes fébrile, vous arrivez dans une pharmacie, avant d'acheter le traitement, donc de prendre vos ACT, faites d'abord vos tests. Là, au moins, il ne vous reviendrait pas à 18 000, à 16 000, mais vous n'allez avoir, là, sur le cas, qu'un seul test qui pourra vous revenir autour de 2 000 francs. Et en termes de rentabilité, si vous faites un test à 2 000 francs, alors que vous pouvez en faire 25 à 16 000 pour ceux qui peuvent, qui sont octroyés. Sinon, l'idée a été vraiment mûrie et travailler avec beaucoup des responsables des officines. Grâce au financement du C19RM du Fonds mondial, la formation des officines, c'est poursuivi jusqu'à l'intérieur du pays. On en a formé dans le Ouantem, on en a formé dans le Goué maritime, on en a formé dans le Moyen-Ougoué, dans le Haut-Ougoué, avec le financement du Fonds mondial et avec le financement gabonais, une partie du financement du Fonds mondial. La région Libreville-le-22 également a été formée. Maintenant également, c'est aux partenaires des officines pharmaceutiques de pouvoir faire respecter ces décisions qui permettent effectivement de confirmer le diagnostic avant le traitement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui soignent le paludisme, qui est la maladie par excellence où on s'autoconsulte soi-même. Lorsqu'on est un peu fébrile, soi-même on décide qu'on a le paludisme, alors que la fièvre est un signe d'alarme de plusieurs pathologies. Donc on n'a pas nécessairement le paludisme. Et si malheureusement vous prenez des ACT et que vous avez une autre maladie, la maladie va continuer à faire du chemin et c'est des ressources que vous auriez malheureusement envoyées ailleurs. Est-ce qu'on voit un retour au niveau des populations? Est-ce que les populations s'approprient les gestes préventifs? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Oui, déjà, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, les cas de paludisme grave sont de plus en plus en réduction. Et ça, c'est important. Parce que ça montre qu'il y avait beaucoup d'hospitalisations liées au paludisme, mais on a cette réduction du fait que les bons gestes maintenant sont de plus en plus appliqués par les populations. Il y a également, comme je disais, ce sont les données qui justifient ces choses. Lors de l'enquête démographique de santé qui est parue cette année, donc de santé, l'EDS, nous a montré qu'on a un taux d'utilisation de moustiquaires imprégnés, notamment chez les enfants et les femmes, qui est autour de 19%. On en était encore à moins de 5% à l'ancien EDS. Ça montre que la communauté s'approprie la moustiquaire imprégnée d'insecticides et que de plus en plus on l'utilise. Mais peut-être le maintenant important également pour le programme et donc le ministère d'aller un peu plus loin en apportant ces moustiquaires, parce que beaucoup de ces moustiquaires sont quand même parfois achetés par les populations elles-mêmes, même s'il y a des partenaires ici et là. Voici pourquoi la préparation de cette campagne de masse qui aura lieu normalement pour 2024 est un atout très important. Il est déjà démontré que les populations en veulent les moustiquaires. Elles attendent ces moustiquaires. Il va falloir qu'effectivement l'État puisse en apporter. Vous avez évoqué la campagne de masse qui est prévue. Être sont les perspectives en matière de lutte contre le paludisme? Est-ce le principal objectif déjà au niveau national? Non, il y a effectivement beaucoup d'actions qui vont être mises en branle dans les années qui suivent. Et le plan stratégique national actuel, qui sera d'ailleurs validé mercredi prochain, démontre bien toutes ces stratégies importantes. Alors, on va développer certaines. Il y a par exemple la cartographie des vecteurs. Aujourd'hui, il est important que nous puissions savoir quel type d'anophèle femelle, quelle famille pique du côté de l'estuaire, de l'Ogoé-Ololo ou du Wolentem, parce que les habitudes sont différentes. Et donc, à partir de cette cartographie des vecteurs, on va avoir des tests de sensibilité pour savoir est-ce que les moustiquaires que nous utilisons aujourd'hui sont encore efficaces
par rapport aux moustiques que nous avons dans ces zones-là. Pour ça, c'est la cartographie des vecteurs qui va nous montrer. 3 régions ont déjà pu avoir des financements ou bénéficier de cette cartographie des vecteurs, notamment dans le Moyen-Ogooué, dans l'Angounié et dans le Wollentem, et où on a eu des résultats avec des taux de résistance assez élevés. Par exemple, pour ces régions, lors de la campagne de masse, ils vont recevoir des moustiquaires de 2e génération. Donc ça, c'est important. C'est important de savoir qui est l'ennemi, vers qui nous luttons. Est-ce qu'aujourd'hui, l'anophèle, en termes de comportement, en termes de résistance, en termes de sensibilité, quelle est la position de l'ANFL aujourd'hui sur tout le territoire national? Il y a également que nous sommes en train de développer la campagne de masse, qui pour moi est importante. Vraiment, c'est une action très importante dans la mesure où une campagne de masse vous réduit considérablement l'incidence. C'est distribuer les moustiquaires à toutes les personnes qui vivent sur le territoire national. Et nous sommes dans l'étape de préparation de cette campagne-là, avec la planification, de savoir quelle logistique qu'est-ce que ça va nous coûter en termes de logistique, en termes de communication, en termes de suivi et évaluation, en termes de digitalisation, comment est-ce que la campagne va pouvoir remonter les données. C'est pour moi, en termes de campagne d'action de santé la plus grande possible. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de campagne de vaccination ou de déparasitage, on touche des couches particulières. Là, c'est toute la population. Toutes les personnes qui vivent sur le territoire sont comptées dans le fichier, et donc ça montre qu'il va falloir aller sur tout le territoire national. On ne s'arrête pas dans les centres de santé en disant on va porter les enfants ici, il va falloir amener les moustiquaires jusqu'au dernier des kilomètres. Donc là, ça va être vraiment une action très importante. Et à côté de ces actions-là, il y a, vous avez parlé tout à l'heure de l'innovation en termes de suivi et évaluation. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à bien collecter les données au niveau national? Parce que si les données sont mal collectées, naturellement, on va avoir des difficultés. Nous avons pris avec beaucoup de satisfaction le fait que dans le cadre de ces 19 RM, le financement du Fonds mondial, il est prévu de renforcer le système national de santé sanitaire avec le DHS2, qui est important, qui est un outil qui va nous permettre de mieux collecter les données au niveau national. Donc là également, c'est important. Et également de signaler que le Gabon est redevenu à nouveau éligible au Fonds mondial pour les 3 maladies, puisqu'on ne l'était maintenant que pour la tuberculose, dorénavant le VIH et le paludisme. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce financement du Fonds mondial que se repose la réalisation de la campagne qui est prévue pour l'année prochaine. Ça également, c'est des opportunités. Parce que nous sommes bien conscients que lorsqu'il n'y a pas de Fonds mondial dans un pays, difficile pour les autres partenaires de venir. Là, avec le Fonds mondial, on va nécessairement pouvoir mobiliser d'autres partenaires qui vont venir pour pouvoir booster effectivement cette lutte-là. À côté, il y a l'amélioration du diagnostic. Aujourd'hui, la méthode de référence dans le diagnostic reste effectivement la microscopie. Et nous nous assurons que toutes les structures sanitaires de référence dans notre pays soient même de réaliser cette microscopie-là. Cependant, au niveau communautaire, et pour les structures qui sont assez reculées, où il n'y a pas forcément l'électricité ou la capacité de réaliser cette microscopie, nous sommes en train de vulgariser ces tests diagnostiques rapides, donc les TDR dont nous parlons tout à l'heure, pour qu'au-delà même de ces pharmacies, qu'en communauté, on puisse avoir les TDR en fonction des opportunités que nous allons avoir avec les partenaires si nous arrivons à mobiliser les ressources, mais également de nous assurer que dans toutes les structures sanitaires, lorsqu'on arrive avec un enfant, qu'on n'attende pas de faire la goutte épaisse le matin. Le soir même, on peut déjà, même dans la nuit, lorsque l'enfant est arrivé, on peut déjà faire un test diagnostic rapide pour nous assurer que c'est un paludisme ou pas et de pouvoir mieux orienter le diagnostic. Il faut préciser déjà que cette campagne-là, c'est la première campagne de masse. Ça va être effectivement une première campagne de masse dans tout son ensemble. Oui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on avait le Fonds mondial par le passé, il y a eu des campagnes, mais qui étaient des campagnes ciblées où on touchait soit des enfants, soit des femmes enceintes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette idée dès le passé? Est-ce que c'était parce que le Gabon n'était pas éligible, c'était ça? Bon, déjà, il faut s'assurer d'abord du financement parce que c'est un coût. En ce moment, la quantification macro qui est en train d'être faite nous montre que cette campagne est autour de 7,5 milliards. Le Fonds mondial nous apporte à peu près 2 milliards de financement. Donc, ça veut dire que d'ailleurs, il y a un gap qui est très important. Il y a la partie de l'État. Il faut également aller mobiliser des ressources supplémentaires pour pouvoir réaliser cette campagne-là dans son ensemble. Cependant, lorsqu'on prend effectivement avant, je pense que c'est à cause du financement qui était disponible à ce moment-là. À ce moment, il faut partir sur les cibles. Lorsque le Gabon a lancé l'initiative africaine Zéro paludisme, je m'engage, en 2017, lancé par le docteur Guy Patrick Obiondon, ministre de la Santé et des Affaires sociales. À ce moment-là, l'État avait mis à disposition 80 000 moustiquaires. Et la cible qui avait été choisie, c'était les femmes enceintes, parce que sur cette période, on avait un nombre de femmes enceintes autour de 80 000 et toutes les femmes
qui allaient en consultation prénatale recevaient des moustiquaires gratuitement. Donc, on peut Justement, faire... oui, justement, le thème de cette année, il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. Pensez-vous que c'est possible de parvenir à 0 cas de paludisme au Gabon? Mais bien sûr. Comment? Alors, c'est très important et c'est une question face à laquelle je suis souvent à l'aise parce que pour beaucoup, ils pensent toujours que c'est une question difficile. En ce moment, nous sommes en train de développer un business plan. Un business plan, c'est un document qui va pouvoir analyser les gaps de votre plan stratégique en termes financiers. Ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Et là, maintenant, nous sommes en train de travailler avec ALMA, qui est l'Alliance des chefs d'État dans la lutte contre le paludisme, mais également une université de Californie et l'Initiative pour l'élimination du paludisme pour développer ce business plan. Alors, dans le développement de ce business plan, nous avons choisi cette fois-ci de faire un business plan qui n'analyse plus seulement le gap financier, mais également qui lie les résultats à ce gap financier-là. Et tenez-vous compte, ça nous montre 5 scénarios. Le premier, c'est le financement autour de 0%. Pourquoi nous avons pris 0%? Parce que l'évaluation du plan stratégique précédent a démontré que le financement que nous avons pu mobiliser sur les 5 ans tourne autour de 2%, 1,7% pour être précis. On se dit que si on continue comme ça, avec ce financement-là, normalement, en 2047, le paludisme ne sera pas éliminé au Gabon. Le deuxième, si on prend le deuxième scénario, lui, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, nous avons 100% des financements, c'est-à-dire notre plan stratégique est financé à 100%. Parce que ces analyses financières sont liées à 2 indicateurs principaux, c'est-à-dire l'incidence et la mortalité. Il reste plus assez de temps, il faut aller à l'essentiel. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce scénario-là nous montre que si on a 100% des financements, en 2029, nous avons réduit 90% l'incidence et la mortalité. Et nous avons essayé de développer également des scénarios intermédiaires avec 44% qui nous montrent qu'autour de 2032, c'est là où nous pourrons atteindre une incidence de moins de 50%. Avec un financement de 80%, autour de 2034, nous pourrons avoir une incidence réduite à 90% parce que c'est ce qui est demandé par le Fonds mondial pour 2030. Alors, vous avez évoqué donc le vaccin. Il y a un autre vaccin qui a été, dont les essais cliniques ont débuté l'année dernière. Qu'en est-il aujourd'hui? Toute la communauté, effectivement, a eu une oreille attentive du côté du vaccin. En ce moment même, il y a une équipe de Ouagadougou et une équipe anglaise, une université anglaise qui travaille sur un vaccin et qui aujourd'hui montre des résultats encourageants. L'actualité était d'ailleurs sur la question il y a quelques temps encore où on parlait d'une efficacité en seulement phase 1 qui est proche des 80%. Donc on espère qu'avec les essais cliniques, normalement, si on a beaucoup de chance, on peut avoir en phase 3 un vaccin qui est encore un bon taux d'efficacité. Cependant, avant celui-ci, il y a RTSS, un autre vaccin qui est beaucoup plus avancé et pour lequel la représentante Afrique de l'Organisation mondiale de la santé avait demandé qu'il soit mis à grande échelle. Là, je pense que l'étape est au niveau de la mobilisation de ressources parce que ça coûte, ça a un prix, ce vaccin, et ce vaccin-là n'est efficace que chez les enfants d'1 an. Donc, celui-ci ne sera applicable que là-bas. Avec le dernier vaccin dont nous venons d'en parler, on espère qu'on aura beaucoup plus d'opportunités en termes de cibles, mais également en termes d'efficacité. Une partie des études, notamment lors de la phase 1, ont été faites au Gabon avec le Centre de recherche médicale de Lambaréné, le CERMEL. Et c'est ce vaccin dont je disais tout à l'heure qui est arrivé, qui montre une efficacité de 40% et qui est efficace chez les enfants d'1 an. On espère très prochainement recevoir également ce vaccin qui va venir compléter cet arsenal de prévention au niveau des enfants. Mais pourquoi ce vaccin met autant de temps? Est-ce un problème technique? Alors que nous avons l'exemple de la Covid-19, le vaccin a été très vite mis sur le marché. Effectivement, cette question est souvent revenue. Il faut dire qu'il y a une différence entre le patrimoine génétique d'un parasite et celui d'un virus. Quand on prend par exemple la SARS-CoV-2, qui est effectivement le virus responsable de la Covid-19 dont vous parlez, c'est un virus qui a à peu près 20 gènes. Manipuler génétiquement 20 gènes. Et quand on prend le Plasmodium, qui est un parasite qui a autour de 4000 gènes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup de vaccins qui sont essayés, mais vraiment beaucoup de vaccins. Malheureusement, on n'a pas eu des résultats qui soient aussi probants que ceux de RTSS, qui a apporté comme 40% en termes d'efficacité, et celui-ci qui est en train de travailler actuellement, dont nous espérons une efficacité beaucoup meilleure. Donc, ce n'est pas qu'on refuse de traiter le paludisme ou que les chercheurs refusent de s'accentuer, c'est juste que le travail sur ce patrimoine génétique est beaucoup plus complexe. Merci beaucoup, Monsieur Hugues Sangangomo. Vous êtes ingénieur au Programme national de lutte contre le paludisme. Exactement.
Nous retenons qu'il est possible d'éradiquer le paludisme, mais cela passe par la mise en œuvre de toutes les stratégies et un financement adéquat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.